Bienvenue à cette table ronde au joli titre « Erreurs du présent, solutions du futur ». On remercie le comité de programmation pour son imagination poétique. Maintenant, ça paraît simple comme titre, mais quand on commence à creuser un peu le sujet, on se rend compte qu'on va toucher des enjeux un peu plus complexes. On va essayer en fait aujourd'hui de comprendre avec nos invités peut-être pourquoi nous n'avons pas agi ou pas assez agi face à l'urgence climatique et comment cette urgence, cette crise qui se présente à nous pourrait en fait être une opportunité de redéfinir notre relation à la nature et aux êtres vivants. Spoiler, il y a du boulot. Comme invité, aujourd'hui, nous avons Véro Cazot, qu'on peut applaudir, qui est scénariste de BD. Elle est là avec Anaïs Bernabé, qui est dessinatrice de BD. Et si elles sont là ensemble, ce n'est pas un hasard du calendrier, mais c'est parce qu'elles ont travaillé ensemble sur cette magnifique BD que je vous recommande, Le Champ des Possibles, qui aurait en fait pu être, je pense, le titre de cette table ronde, tout simplement. Un titre plein de promesses. Et vous nous proposez, et ça fait, j'avoue, un peu plaisir, une vision un peu positive de l'avenir, et vous nous en direz un peu plus tout à l'heure, et surtout vous suivez ce que j'ai remarqué, un personnage principal féminin dans ce sujet autour de l'éco-anxiété et tout ça, et je trouve que c'est un choix qu'on discutera ensemble tout à l'heure. Véro, on vous connaît pour des BD comme Et toi, quand est-ce que tu t'y mets, la série Olive, ou aussi Betty Boop. Et Anaïs, on vous connaît pour 1000 femmes blanches, qui est sorti récemment. Et vous avez fait aussi un passage par le jeu vidéo. Et je pense que c'est pas anodin par rapport au sujet de la BD. Je précise aussi que cette BD est en sélection, elle concourt pour le prix des Utopiales 2024. À l'autre bout de la table ronde, nous avons deux scientifiques. Nous avons Philippe Siet, qui nous vient du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est un laboratoire CEA-CNRS Université Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes spécialiste du cycle du carbone et vous avez été auteur principal du GIEC, 4e et 5e rapport. Et vous avez publié cette année, co-publié une étude très récente sur les puits de carbone qui sont pas en très bonne posture en ce moment. Vous nous en direz un peu plus. Et enfin, Louis Delannoy, qui vient de Stockholm. Il nous vient de l'Académie royale des sciences de Suède et du Stockholm Resilience Center. Et Louis, tu es spécialiste des crises, pas les tiennes de crise, enfin peut-être, mais en tout cas des crises sociales et climatiques. Et en fait, tu étudies comment l'un influence sur l'autre. Et tu pourras nous parler aussi un petit peu du concept des limites planétaires qui a été développé là-bas, au Stockholm Resilience Center. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, le seul concept que les journalistes généralistes comprennent au niveau du climat, parce qu'il peut se résumer à quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Même si, dans le cas du pétrole, par exemple, on a l'impression que le discours, c'est un peu quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Alors, commençons. Philippe, j'avais envie de commencer par toi, parce que dans le titre « Erreur du présent », c'est en fait un titre qui implique un petit paradoxe temporel, parce que pour constater une erreur dans le présent, il faut qu'on l'ait commise avant. Et donc, je me demandais, peut-être pour donner quelques éléments de contexte, à quel moment on aurait peut-être fait une grosse erreur dans l'appréciation du cycle du carbone, en tout cas sur ce quoi vous travaillez. Oui, je ne sais pas si on a fait une erreur, mais en tout cas, le problème, c'est que le carbone qui a été émis par les activités humaines, en fait, pour produire de l'énergie et de la nourriture principalement. Donc on utilise du charbon, du pétrole, du gaz naturel pour produire de l'énergie et on coupe des forêts pour répandre l'agriculture. Et le problème, c'est que le CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, il va rester dans l'atmosphère pendant très très longtemps, 1000 ans ou plus. Et donc, ça veut dire que les erreurs du passé, finalement, vont continuer à causer du changement climatique et du réchauffement pour très très longtemps. Alors après, la question, c'est comment on fait, La réponse est très simple. Il faut juste réduire les émissions. Et si on veut stabiliser le climat, il faut arriver à zéro. Il n'y a pas d'autre solution. Et dans le passé récent, ce qui est un peu frustrant, c'est que dans les années 90, il y avait le protocole de Kyoto. On s'est dit, ça y est, on va y arriver, c'est facile. Et je pense qu'on s'est un peu trompé parce que Kyoto, c'était un club des riches, c'était les pays de l'OCDE. On n'a pas vu le développement des pays émergents qui maintenant représentent 70% des émissions. Puis après, il y a eu les autres conférences des partis à Copenhague. On s'est dit, bon, 2 degrés à l'époque, c'était encore possible, facile, 1,5 degré même.
Mais les pays ne se sont pas mis d'accord sur un aspect contraignant. Puis après, il y a eu l'accord de Paris. Moi, je sautais de joie. On s'est dit, oh, c'est super, ça y est. Maintenant, il y a des déclarations volontaires sur la table. Mais on voit que les déclarations sont insuffisantes et qu'au train où on va dépasser 2 degrés. 1,5 degré, on y est déjà. Hein, et 2 degrés, on va les dépasser, quoi. Donc c'est ça qui est un peu vraiment inquiétant et problématique, quoi. En même temps, il y a des solutions aussi, mais bon, il faut les mettre en œuvre rapidement, parce que tant qu'on continue à émettre du CO2, on se charge en changement climatique pour le futur. Hein. Alors là, vous nous avez parlé d'erreurs qui seraient un peu politiques, finalement, mais je me demandais, peut-être je peux adresser cette question à Louis, est-ce que la communauté scientifique aurait pu aussi faire des erreurs, qui seraient normales aussi, parce que quand on commence à étudier un domaine, on peut se tromper. Est-ce qu'il y en aurait eu, à un moment donné, ou quelque chose qui aurait mis du temps à une prise de conscience trop lente? Oui et non. Philippe, tu le mentionneras peut-être un petit peu plus en détail ensuite, notamment sur les peut-être sous-estimations de certains risques. C'est effectivement ce qui a pu se passer, mais on va quand même le minimiser par rapport au fait que finalement les messages scientifiques n'ont pas été transmis ou n'ont pas été écoutés plutôt par les personnes qui étaient plutôt dans des processus décisionnaires. C'est pas tant un problème scientifique qu'un problème politique, plutôt. Bien. Message bien reçu. Véro et Anaïs, je voulais vous demander un petit peu, vous, par rapport à ce sujet de l'urgence climatique, comment vous situez? Et puis, je crois que Véro, quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit que c'était la première fois que tu abordais un peu ce sujet dans tes écrits. Et je me demandais pourquoi maintenant? Peut-être que je suis un peu comme les politiciens, j'ai du retard, je traîne, je mets du temps à réaliser peut-être. Par contre, maintenant que j'ai vraiment, que j'ai réalisé, c'est ma première BD où je parle d'écologie, mais la prochaine, et je crois que toutes les prochaines, j'ai cette idée-là en tête, ce devoir presque. Voilà. Mais j'essaye de justement ne pas être dans quelque chose de trop sombre. J'essaye justement d'apporter des solutions, même si elles ne sont pas scientifiquement exactes, mais j'essaye de voir, moi, dans mon petit laboratoire personnel, ce qui pourrait marcher presque déjà dans l'imaginaire. Et puis ensuite, peut-être que ça peut donner des idées scientifiques, j'en sais rien. C'est mon tour, c'est ça? Oui, alors moi, intimement, je me situe vraiment comme la base de la société. Pareil, j'ai mis beaucoup de temps à prendre conscience des choses, et d'ailleurs de beaucoup de choses, pas que de celle-ci. Hein. Pour moi, il y a vraiment un problème global. Et donc, je me sens assez impuissante. Alors, on parle bien de la responsabilité individuelle. C'est vrai qu'il y a une vraie responsabilité individuelle, mais on est quand même un peu écrasé aussi par un système, par une société, par une façon de penser, par des voisins, Donc on avance, nous, en tant qu'individu, moi j'avance en tant qu'individu, en essayant de jongler avec toutes ces contraintes, et j'avoue que c'est extrêmement difficile, et en plus, si on vient me culpabiliser, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a de la colère qui vient se mettre là-dessus, de dire... Ok, mais comment on nous soutient dans cette démarche? Comment on fait pour vraiment... Il ne faut pas oublier qu'on se relie à rien, on ne se relie plus à nos proches, on ne se relie plus à la terre, on se relie plus... On est coupé constamment dans nos relations. C'est très dur de prendre des décisions et d'agir dans un sens quand on est constamment séparé de l'objet ou de la personne qu'on doit soutenir. Donc, bon, voilà, grosso modo, ma posture. J'essaye néanmoins, mais... Effectivement, il y a ce sentiment d'être submergé à la fois d'informations, parce que quand on commence à s'y intéresser, il y a des informations partout, on se demande quoi faire, et du coup, par rapport à la création, puisque vous créez, comment on fait pour ne pas être paralysé dans sa création quand on s'attaque à ce sujet-là? Je pense que, pareil, l'imaginaire, mon moteur, c'est vraiment l'imagination, même si j'ancre toujours l'imaginaire, le fantastique, la science-fiction dans quelque chose de très réel, justement pour la rendre plus crédible. Mais pour moi, c'est presque un devoir, justement, c'est presque politique pour moi de raconter des utopies plus que des dystopies. En fait,
quand on parle des catastrophes, en fait, c'est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer le mieux, le meilleur. C'est super difficile. Et pourtant, on a toujours l'air beaucoup plus intelligent en racontant des dystopies, en imaginant le pire, parce qu'en fait, on a tous les éléments à notre disposition pour raconter le pire. C'est, au final, ça paraît beaucoup plus naïf d'imaginer des schémas différents qui pourraient bien se terminer, mais c'est en fait, le meilleur est beaucoup moins confortable. C'est beaucoup plus inconfortable de se dire qu'on va essayer de réussir autre chose en mettant un pas de côté dans nos relations, en essayant d'imaginer d'autres manières de vivre ensemble, d'autres manières de vivre en harmonie avec la nature. C'est beaucoup moins confortable que de s'imaginer que c'est la fin du monde. En fait, ça paraît vraiment un peu aussi pas très réaliste quand on voit la majorité du mouvement, ou en tout cas ce qui est impulsé par les sphères politiques, où on se dit que peut-être... Donc moi je pense quand même que pour faire ce genre d'album, il faut une petite dose d'inconscience, beaucoup de déni et beaucoup d'espoir et d'optimisme, et vraiment une volonté farouche de faire de quelque chose qui a l'air d'être destructeur, quelque chose qui va devenir fertile. Et là je pense que toutes les deux on est vraiment engagées dans ce truc de dire très bien, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que sur la merde, il y a des choses qui peuvent pousser, et allons dans cette direction. Néanmoins, c'est vrai que des fois, c'est un peu désespérant de regarder à côté de soi ce qui est en train de se passer, là où dans notre petite tête mignonne de bisounours rose, c'est vachement plus joli, et ça pourrait être en plus hyper rapide. Je sais pas. Le Covid nous a un peu montré que ça pouvait être très rapide en réalité. Oui, en fait, à la fois on est des bisounours et on a beaucoup d'optimisme, et en même temps, il y a aussi le désespoir en nous qui nous pousse à essayer de trouver des solutions et à imaginer une issue meilleure. C'est terrifiant, oui. Oui, et je disais à Véro ce matin que j'étais pétrie de peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis terrifiée et paniquée par tout ce qui se passe autour de nous actuellement. Cette crise globale dont tu parleras peut-être, moi, me terrifie, quoi, vraiment. Oui, on est d'accord, mais j'aime bien votre vibe positive du matin, là. On va la garder un peu. On est des guerrières. Justement, la difficulté de saisir ce qui nous arrive parfois dans la question de l'urgence climatique, elle vient peut-être du fait que cette crise, elle est multiple. Et Louis, quand on préparait cette table ronde, tu m'as parlé de polycrise. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, la polycrise, c'est déjà un terme qui a été utilisé pour la première fois par Edgar Morin et Anne-Brigitte Kern dans un bouquin qui s'appelle Terre-Patrie, pour ceux qui connaissent. Je crois que ça a été publié en 92, quelque chose comme ça. Ensuite, ça n'a pas été utilisé pendant à peu près 20 ans. Il y a un historien qui s'appelle Adam Tooze qui l'a remis au bout du jour. Et c'est devenu un peu un buzzword. Donc, ça a même été classé, je crois, mot de l'année ou quelque chose comme ça par le Forum économique mondial 2021 ou 2022. Parce que ça représente bien, en fait, peut-être cette singularité qu'on est en train de vivre, où on sent que les crises, déjà il y en a de plus en plus, donc on a même du mal à les qualifier, mais aussi deviennent de plus en plus interconnectées et s'amplifient les unes aux autres. Alors la polycrise, est-ce que c'est un nouveau terme pour simplement définir ou mettre des mots sur la période qu'on traverse? Oui et non, c'est aussi un concept qu'on peut raccrocher à celui de l'anthropocène. Et la polycrise, pour moi, c'est juste la nouvelle ou une des nouvelles propriétés de l'anthropocène. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de crise qui serait au départ politique ou financière et qui pourrait avoir un lien avec le climat ? On peut penser à la crise financière donc, de 2007-2008, qui a des origines aussi énergétiques. On mentionnait donc le pétrole tout à l'heure. Je crois que le prix du baril était peut-être à $30 en 2003. Il est passé à 60 en 2 ans, avant d'atteindre donc des sommets de quasiment 150 lors de la crise financière. Donc on passe d'un problème un petit peu énergétique à plutôt une crise financière. Une fois que la crise financière s'est développée, ensuite on a eu la crise des dettes européennes quelques années plus tard. Et durant tout ce processus, on a évidemment
des chocs, on va dire, et aussi de la casse sociale et écologique, et on sent, on a cette intuition que ces problèmes sont interconnectés les uns aux autres. Très bien. Et tu as évoqué le terme anthropocène, donc on va plonger, dedans. Peut-être Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce terme, ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous inspire quelque chose? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme? L'anthropocène, effectivement, c'est le moment, je pense, où les grands équilibres planétaires, en particulier les grands cycles, dont les cycles de l'eau, des gaz à effet de serre, etc., sont complètement déstabilisés par l'activité humaine. Voilà. Alors il y a deux facteurs, hein. Il y a évidemment l'augmentation du CO2 qui est liée à l'utilisation des énergies fossiles, et il y a aussi l'expansion de l'agriculture. Mais là, on a quand même vécu quelque chose de complètement étonnant au cours du XXe siècle, parce que si on regardait les tendances d'augmentation de la population dans les années 30, 40, 50, de manière un peu malthusienne, on pouvait se dire il n'y aura pas assez de nourriture, on ne pourra pas nourrir tous ces gens sur la planète. Et puis, il y a eu la révolution verte, hein, les rendements agricoles dans le monde ont été quand même multipliés par 3 ou 4. Et ça, c'était quelque chose qui avait été absolument pas prévu. Donc, il y a quand même des effets technologiques bénéfiques. Mais ça n'a pas stoppé, en fait, l'expansion de l'agriculture, c'est-à-dire le fait qu'on coupe des forêts dans les régions tropicales aujourd'hui, beaucoup, pour continuer à produire des calories, quoi. Voilà. Et donc, l'agriculture, c'est très important parce que non seulement ça émet du CO2, mais ça bouscule complètement les cycles des nutriments, hein, de l'azote et du phosphore, et aussi le cycle de l'eau. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a des impacts sur toutes les limites planétaires, hein. Et par rapport au cycle du carbone dont tu es spécialiste, peut-être on en parle un peu moins de ce cycle du carbone. On apprend à l'école le cycle de l'eau, parfois de manière un peu romantique d'ailleurs. Quel est le cycle du carbone? Comment ça fonctionne? D'où il vient? Où il va? Comment il fonctionne? Notre planète est une planète vivante, hein, et la plupart de la vie est basée sur le carbone. Et alors, en fait, le cycle du carbone, c'est l'ensemble de tous les mécanismes planétaires qui régulent la teneur en CO2 de l'atmosphère. Et principalement, c'est presque réguler la température de notre planète. Sur des échelles de temps très très longues, si on regarde dans l'histoire de la Terre, c'est principalement une émission de CO2 par le volcanisme et une capture de CO2 par la formation des sédiments. Mais ça prend des millions et des millions d'années pour former des sédiments au fond des océans. Si on regarde sur les quelques millénaires qui nous ont précédés, là c'est plus une histoire d'échange de carbone entre l'atmosphère, bien sûr, l'océan et la biosphère terrestre, hein, la végétation et les sols. Par exemple, pendant la période glaciaire, la dernière s'est terminée à peu près il y a 15 000 ans. L'océan est très froid, il est très stable et il piège beaucoup de carbone. Donc tout le carbone se retrouve dans l'océan. Dans la végétation, il y en a moins parce qu'il y a des glaciers, hein, qui vont aux États-Unis jusqu'à peu près au milieu de l'Amérique du Nord. Et donc il y a moins de carbone sur les continents et plus de carbone sur les océans. Et l'anthropocène, c'est l'arrivée des hommes qui puisent du carbone géologique, hein, le pétrole, le charbon, ça s'est formé il y a des centaines de millions d'années. Ce carbone était complètement déconnecté de l'océan et de la végétation et des sols. Et en l'espace d'une étincelle, hein, par rapport à sa formation, l'activité de l'homme, en fait, envoie ce carbone dans l'atmosphère. Et on est quand même très chanceux parce que le CO2 a augmenté beaucoup, hein, de 100 parties par million, hein, ça cause à peu près 1,5 degré de réchauffement aujourd'hui, mais on n'aurait pas un cycle du carbone sur Terre, la température serait déjà de 3 degrés plus chaude, parce que le cycle du carbone absorbe en moyenne la moitié du CO2 qui est émis par les activités humaines. Donc c'est un super service, gratuit en quelque sorte, que nous rendent l'océan, la végétation et les sols. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ce service, il va commencer à faiblir, ou bien est-ce qu'il va continuer tant qu'on continue à émettre du CO2, hein. Et donc, quelle est la tendance? Alors, depuis que un Américain qui s'appelle Charles Keeling, c'est lui le premier qui a eu l'idée de dire, tiens, on ne connaît pas très bien la teneur en CO2 dans l'atmosphère, je vais la mesurer. Et il avait, avec un appareil, un spectromètre infrarouge, il a pu mesurer avec une très grande précision le CO2, et on a une série quand même qui fait 60 ans de mesure. Et depuis 60 ans,
en fait, il y a des années mauvaises et il y a des bonnes années, mais le cycle du carbone naturel absorbe toujours la moitié des émissions. Et ça, c'est complètement remarquable, parce qu'il y a 60 ans, les activités de l'homme émettaient à peu près 1 milliard de tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, on en émet 10 ou 11, et la planète absorbe toujours la moitié. Maintenant, la question, c'est dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas évident à prévoir, mais on a quand même des signes d'affaiblissement de cette absorption du carbone, en particulier au niveau de la végétation. La question, c'est est-ce que c'est un affaiblissement progressif qui va se produire, ou bien est-ce que ça va être une espèce de collapse abrupt, tout d'un coup les forêts, etc., vont plus absorber de carbone, hein? Pour illustrer cette idée de l'harmonie qu'il pouvait y avoir avant peut-être dans ce cycle du carbone et qui serait perturbé, j'aime bien l'image de la baignoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette idée que, imaginez une baignoire pleine avec donc il y a la bonde en haut qui permet à l'eau de s'évacuer, et en fait l'eau qui arrive par le robinet coule exactement à la même vitesse, et en fait si on augmente à peine, mais vraiment, parce que souvent un climato-sceptique ou négationniste dira oui mais on modifie que quelques pourcents de l'atmosphère, c'est rien, mais en fait là si vous modifiez à peine le débit, la baignoire déborde. Qu'est-ce que cette image vous évoque? C'est un peu comme une colère qui monte et qui d'un coup explose. Je ne sais pas. Alors moi, je suis pas du tout scientifique, mais je me rends compte quand même, pour répondre très largement et juste que ça m'inspire ce truc de dire l'humanité est très traumatisée et ne se rend pas compte à quel point elle est en train de créer des dégâts face à son traumatisme. Et je pense que tant qu'on ne viendra pas tous nous soigner un bon coup, là, on va transmettre notre traumatisme à la planète. Alors la goutte de plus, oui, clairement, je pense que c'est complètement possible. Et la perte de contrôle aussi, elle est complètement possible. Peut-être si on se soigne un peu, ça peut prendre un peu de temps, c'est ça le problème, ça pourrait faire beaucoup de bien et baisser un peu le niveau de la baignoire, ouais. Quelqu'un veut commenter ou... Sinon, donc, au niveau de l'anthropocène dont on parlait, la plupart des géologues ne sont pas forcément d'accord avec ce terme pourtant médiatique pour cause de la durée. Parce que quand on parle d'une ère géologique, on parle de plusieurs millions d'années. Et donc, ils auraient tendance à vouloir appeler ça plutôt une crise anthropique. Du coup, on retombe sur le terme cher à Louis. Qu'est-ce que tu penses de ce terme crise anthropique? Pourquoi pas, mais c'est peut-être pas moi de le dire. Déjà, donc Anthropocène, tu as raison, ça a été refusé par un groupe de travail qui travaillait donc là-dessus, au sein de l'Union scientifique géologique, c'est ça Ça date de septembre 2023. Oui, j'ai vu ça. Enfin, on s'en fout un peu. Hein, oui, on s'en fout un peu. Ça ne change pas l'impact de l'homme sur la planète. Hein. Ah ben, ça c'est clair, mais la question donc, de la datation de l'Anthropocène, c'était un sous-problème. Et de toute façon, le terme est tellement propagé et utilisé que tu ne pourras pas l'enlever. Mais est-ce qu'il n'aurait pas tendance, c'est ce qui lui reprochait aussi, à donner trop d'importance à l'humain? Tu as toutes les définitions, ou plutôt les autres conceptualisations de l'Anthropocène. Et on peut avoir 1000 mots pour définir cette période. À la fin, il s'agit plutôt d'action, et donc on peut parler de polycrise ou quoi que ce soit. De toute façon, sur quoi agir d'autre que sur ce sur quoi nous sommes responsables? Je veux dire, ça individuellement, on connaît le problème. On est dans une crise avec une amie, c'est la guerre, mais je ne peux pas agir sur sa façon de gérer la chose. Je peux agir que sur la mienne. Nous, on est des êtres humains, agissons sur notre part. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact de l'homme, c'est pas quand même une goutte dans la baignoire. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Une étude qui avait regardé les écosystèmes terrestres et des écosystèmes naturels, il en reste peut-être sur 5% de la planète. Hein. Quelques forêts en Sibérie, un petit peu au cœur de l'Amazonie. Tout le reste est fortement impacté. Hein. Ne serait-ce que par l'extraction du bois, l'agriculture, etc. Donc la plupart des écosystèmes dans lesquels on vit sont touchés et impactés par l'action humaine. Dans l'océan, c'est pareil. Toutes les chaînes de la vie sont très impactées par les prélèvements, la pêche et tout. On parlait de l'azote, par exemple. Aujourd'hui, la quantité d'azote réactif qui est produite par la production chimique d'engrais, le procédé Haber-Bosch, on prend de l'azote de l'air, on le transforme en azote réactif, c'est plus grand
que tout ce que les plantes du monde font en termes de fixation d'azote naturel. Donc les plantes, comme les trèfles, ils peuvent fixer de l'azote. Bon, voilà, c'est un mécanisme qui est lié à l'évolution. Et en fait, la quantité d'azote réactif qui est délivrée sur les terres par l'homme, elle est très supérieure à la quantité d'azote réactif qui est fixée par, on va dire, tous les trèfles et les plantes fixantes de la planète. Donc c'est pas des gouttes d'eau, c'est quand même des flux et des quantités qui sont très importantes. Hein. Oui, de la goutte d'eau au torrent. Bah, ça me fait quand même penser que l'être humain, il aime dominer, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse problématique de ce point de vue-là? Je ne sais pas si les autres espèces, elles ont cette façon de faire, mais nous, on aime prendre le pouvoir, on aime être propriétaire, on aime penser qu'on est tout puissant et qu'on décide de tout, on oublie tout le reste. Donc là, il y a peut-être... on peut peut-être pas nier quand même que notre espèce a un problème avec ça et qu'elle s'impose partout et que donc ça vient tout dérégler. Par A plus B, quoi. Alors si on se tourne un petit peu vers les solutions du futur maintenant, j'aimerais bien qu'on plonge un petit peu dans la BD, si vous êtes d'accord. Alors sans révéler trop l'histoire, on peut quand même peut-être parler un petit peu d'Atome. Qu'est-ce que c'est, Atome? Alors Atome, c'est un monde virtuel qui est pas si différent d'une autre en fait. Pour moi, c'était très important de créer un monde virtuel qui pourrait tout à fait ressembler à notre monde, mais avec beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus justement de temps de vivre, de temps pour soi, de temps pour les autres, un endroit où on pourrait peut-être avoir des relations plus bienveillante entre voilà, c'est un espace où on peut essayer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on vit dans la vie, on va dire entre guillemets normale. Et voilà, c'est presque aussi une sorte de laboratoire pour essayer des choses, vivre mieux ensemble, aimer différemment. Mais c'est aussi un espace où en fait il n'y a pas ce jeu de domination. Il n'y a pas la pression de je dois travailler pour pouvoir survivre, par exemple. Il n'y a pas tous ces jeux de pouvoir qui font que. Et donc, du coup, on se rend compte que les relations entre les êtres sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus lentes, beaucoup plus en relation qu'en pression. Ça change beaucoup de choses. Ah, c'est sûr, oui, c'est un monde où il n'y a pas de consommation, il y a pas. Mais pour que ce monde existe, évidemment, il y a le nôtre qui facilite ça, évidemment. Hein. C'est sûr que c'est pas un monde virtuel qui peut exister sans le monde d'aujourd'hui, malheureusement. Il y a forcément des contraintes en dessous, mais c'est vrai que dans cette bulle-là, au moins, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas oui. La fin du monde n'existe pas, ou alors ce serait juste couper les machines. Mais ce qui m'a vraiment touché dans votre BD, alors je vous le dis, hein, moi je suis un peu fleur bleue, mais alors c'est l'arme garantie à la fin, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très beau, c'est donc vous avez ce personnage féminin à qui on propose d'aller dans ce monde virtuel. Et puis, il y a toute une partie de la BD où c'est un pas en avant, un pas en arrière, quoi. J'y vais pas. Voilà. Et forcément, comme je préparais la table ronde, je me suis forcément fait une analogie avec l'idée de l'écologie. C'est alors j'y vais pas, je commence à trier mes déchets, puis je reviens, et puis finalement j'y vais, et après je plonge. Qu'est-ce que cette comparaison vous évoque? Est-ce que j'ai raison, j'ai tort ou... Oui, peut-être sur l'écologie et surtout en fait, parce que évidemment, oui, tout est lié, donc on peut aussi faire un parallèle avec l'écologie. Rien n'est facile, c'est sûr. Ce serait presque totalement inconscient de plonger et sans savoir où on va. C'est ça aussi qui fait peur. Même en fait, même les mondes idéaux peuvent faire peur tant qu'on ne les connaît pas. Au final, c'est parfois plus rassurant de se dire là, je vais entrer dans un monde violent, je le sais, j'y suis préparée. Alors qu'un monde où tout est possible, même idéal, il y a un inconfort. Et puis, ce monde, comme c'est un monde virtuel, il y a toute la vie à côté, tout le monde terrestre. Et on ne peut pas l'oublier non plus. Moi, je pense que si j'ai beaucoup, dans mon histoire, mais aussi dans ma tête, eu des allers-retours comme ça, c'est que, comme l'héroïne, je ne suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, je ne suis pas très à l'aise avec le monde, toutes les idées des intelligences artificielles. Bien sûr que ça me fait peur. Et
Et en fait, j'ai besoin d'être rassurée pour y aller. Donc, ça peut être que petit à petit. Alors, peut-être que face à l'urgence climatique, malheureusement, le petit à petit, il n'est pas très efficace. Mais en fait, le principe de la bande dessinée aussi, cet aller-retour que fait Marsu, donc l'héroïne, il vient montrer aussi que l'idée, c'est pas de fuir la réalité. À aucun moment. Alors, c'est vrai que dans l'album, en fait, c'est presque juste pour nous rappeler qu'on peut vivre autrement, parce que on est tellement embarqué dans nos quotidiens, dans nos contraintes, dans nos prises de pouvoir, justement, etc., qu'on en oublie même qu'on peut vivre autrement. La Marsu, elle résiste parce qu'il y a quelque chose en elle de très sain qui veut pas fuir le réel. Et c'est merveilleux, jamais on va faire l'apologie du monde de la virtualité par rapport au réel, mais simplement, des fois, il y a aussi le fait qu'on projette du positif. C'est un peu la métaphore d'une projection, enfin je ne sais pas si c'est le bon mot, métaphore d'ailleurs, mais bon, d'une projection idéale qui va nous permettre de nous rappeler qu'on peut espérer autre chose. On n'est pas toujours obligé de penser qu'il faut faire un petit pas après l'autre pour essayer de sortir d'une situation. Moi j'adore ce concept parce que je déteste le conflit et la révolution, ça ne me parle pas, mais en même temps, là, allons radicalement dans une pensée différente, ce que peut proposer un monde virtuel où on va s'immerger dans quelque chose, on va se rappeler cellulairement, parce que dans l'album, on le vit aussi dans le corps, hein, ce monde virtuel, on se rappelle cellulairement qu'on peut aimer différemment, qu'on peut aimer pleinement, qu'on peut se sentir libre, qu'on peut respirer, qu'on peut ne pas avoir peur à toutes les 2 secondes de notre vie pour nos proches, etc. Et comment je fais maintenant pour ramener ça dans le monde réel? Comment on n'est pas allé aussi loin dans l'album, mais enfin, si on veut juste se pencher un tout petit peu sur ça, c'est ça qui se passe en réalité. C'est que Marsu et tous ceux qui vont vivre dans ce monde virtuel, ils se rappellent. Ils se rappellent qu'on peut faire autre chose, quoi. Et peut-être que ça va, par porosité, moi c'est mon espoir, transformer peu à peu le monde dans lequel on vit. Infuser un petit peu. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'en fait, par rapport à cet espace de liberté virtuelle, notre but, ça n'est pas de dire que sur Terre, c'est bon, il faut fuir. En fait, il faut absolument pas qu'on ressente une fuite de la part de l'héroïne. Et j'essaye au maximum aussi de montrer que la Terre est importante, que justement le contact avec la réalité, la matière est super importante aussi. Et donc, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de choix possible. Les deux doivent coexister. Ouais. Oui, on peut aussi parler de la responsabilité des médias. Désolée, je continue 2 minutes, mais la responsabilité des médias, nous on est un média, qu'est-ce qu'on va transmettre? Alors c'est vraiment très bien qu'il y ait des dystopies et qu'il y ait toutes ces formes de science-fiction qui viennent, et parfois pas très science-fiction, qui viennent nous rappeler ce qu'on est en train de faire, et puis tout ce que vous êtes en train de faire pour nous mettre face à la réalité et le nez dans la boue, quoi. Mais c'est quand même très important qu'il y ait une partie des médias qui rappelle qu'on peut aussi espérer autre chose, vivre autrement, provoquer un autre monde. En fait, on a le choix. Concrètement, on a vraiment le choix. Mais quand est-ce qu'on se saisit de ce choix? On est tellement que c'est très lent. C'est très très lent. Moi, je le vois comme une locomotive qui essaye de ralentir. Et puis ensuite, il faut encore qu'elle remette de l'énergie pour aller dans une autre direction, parfois complètement opposée. C'est très très long, quoi. Mais bon, rappelons-nous que c'est possible. Ce monde virtuel, effectivement, il semble avancer vers une forme d'harmonie, notamment avec du moins, c'est-à-dire avec du simple. Et donc, je vais dire le gros mot dans les solutions, le gros mot décroissance. Qu'est-ce que nos 2 scientifiques en pensent de ce mot? Alors, je suis assez attiré par le concept de décroissance. Je l'utilise dans plusieurs travaux scientifiques. Il faut toutefois reconnaître que l'état actuel des connaissances sur la décroissance, il y a quand même quelques manques. Il y a des manques notamment sur la géopolitique dans la décroissance, il y a des manques sur comment le système des retraites fonctionnerait, sur comment les marchés financiers, donc peut-être d'impératifs à la croissance aussi, qui existeraient dans les marchés financiers, donc comment même changer certains outils financiers. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus concret, quelles seraient en fait les trajectoires matérielles et énergétiques qui nous donc, transporteraient vers des scénarios de décroissance. Donc, même si je suis assez attiré, voilà, il faut reconnaître que c'est encore un champ, en tout cas scientifiquement parlant, qui est en train d'émerger.
Et c'est pas pour rien qu'il y a donc il y a eu un très gros projet qui a été subventionné par l'Union européenne il y a de ça quelques années, 2 ans, qui se trouve à Barcelone. Je crois que c'est une équipe de recherche entre Barcelone et Lausanne en Suisse qui a reçu 10 millions d'euros pour justement essayer de faire avancer ces nouvelles frontières de la décroissance. Philippe, un commentaire. Pour moi, décroissance, ça va avec justice sociale et climatique. Si vous parlez de décroissance à un Indien ou un Chinois, il va vous dire « Attends, toi tu t'es développé, ça va, et puis maintenant tu voudrais que moi je puisse pas atteindre un certain niveau de vie, de confort et de bien-être. Pas question, pas question. C'est impensable. Il y a quand même beaucoup de gens qui vivent sous un seuil de pauvreté dans le monde. Et donc, décroissance juste, mais finalement, quand il y a des riches et des pauvres, est-ce que les riches sont prêts à accepter leur décroissance pour qu'il puisse y avoir plus de croissance ailleurs ? Quand on voit évidemment toutes les conséquences en termes de voitures chinoises et tout ce que vous voulez. Et donc voilà, c'est très lié pour moi au problème de justice ou d'inégalité, si vous voulez, à la fois sociale mais aussi climatique. De toute façon, inégalité sociale, économique et climatique sont quand même assez reliées. Donc on parle de rééquilibrage en fait. Et acceptabilité, enfin. Qu'est-ce que chacun est prêt à accepter finalement comme son niveau de bien-être ? Est-ce qu'il vous faut 3 véhicules ou un vélo seulement ou rien ? Est-ce que vous avez besoin de manger de la viande 2 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par semaine ou pas ? En fait, c'est ça. En fait, c'est problème d'acceptabilité. Mais surtout aussi essayer de montrer ce qu'on peut gagner, pas juste parce que le mot décroissance en fait peut faire super peur parce qu'on a l'impression de perdre des trucs nous, mais au final on peut gagner plein de choses, on peut gagner du temps d'observation, on peut vraiment gagner du bien-être, de la respiration, plein de choses, et en fait on le regarde toujours dans ce à quoi on va renoncer, alors qu'il y a plein de choses qu'on va gagner en fait. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez de ça. Oui, mais peut-être qu'on oublie aussi qu'il y a tellement de jeux de pouvoir et qu'il y a encore toute une partie de la population qui veut prendre le pouvoir. Donc là, on retombe sur l'acceptabilité. Qu'est-ce qu'on accepte de lâcher en termes de pouvoir et en termes de peur ? J'ai peur. Donc j'ai vu qu'il y avait une conférence sur le nucléaire, la dissuasion nucléaire. À quel moment on accepte d'arrêter complètement l'utilisation du nucléaire, même sous forme de dissuasion ? Si tu as peur de ton voisin constamment, tu ne peux pas. Si tu veux avoir le pouvoir constamment, tu ne peux pas. Donc ça s'étale dans tous les domaines, je pense. Et par rapport au carbone et aux études que vous faites, qu'est-ce qu'il faudrait pour rétablir une forme d'harmonie ? Puisque c'est notre thème, l'harmonie. L'harmonie, pour moi, c'est stabiliser le réchauffement du climat, c'est-à-dire que la température augmente plus. Et comme je le disais, ça ne veut pas dire rendre les émissions de CO2 stables, non, il faut les mettre à 0. Et un monde sans énergie fossile, c'est pas facile. Il y a des points positifs. Par exemple, en Europe, on continue à produire quand même de la croissance économique, pour ceux qui aiment, tout en diminuant les émissions de CO2. Aux États-Unis, même pendant la présidence de Trump avant, alors qu'il y avait vraiment des mesures anti-climat, les émissions ont quand même réduites, parce que juste les renouvelables sont moins chers que le charbon dans plusieurs États. En Chine, l'électricité, ça représente c'est 75% de carbone, de charbon. Mais le dernier trimestre, par exemple, pour la première fois, les renouvelables ont produit plus d'électricité que le charbon. Donc il y a des signaux positifs, mais le truc, c'est que ça ne va pas assez vite, quoi. Et une fois qu'on a rogné ce qui était facile à rogner, une fois qu'on a fait des économies d'énergie qui étaient un peu évidentes, tout ça, ça coûte forcément. Ça coûte quelque chose, soit de l'argent, pour certains, du bien-être, etc., de réduire les émissions. Mais c'est l'effort à faire si on veut vivre sur une planète avec un climat qui n'est pas complètement détestable, parce que on voit bien, on est déjà à 1,5 degré, il y a beaucoup d'événements extrêmes, il y a vraiment des dommages climatiques qui sont très importants. On voit que les assurances, aux États-Unis déjà c'est le cas, en France aussi, commencent à refuser
d'assurer les dégâts causés par les événements extrêmes. Et donc, bon, on sait que si on fait rien, il faudra payer quelque chose pour les dommages. Et faire quelque chose, ça coûte aussi. Et donc, voilà, c'est... Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux payer quelque chose, payer pour réduire les émissions, que payer pour s'adapter ou reconstruire des maisons ou des choses comme ça. Bon. Mais ces énergies fossiles, il y en a encore pour combien de temps ? Bon, ça, il y en a plein. C'est ça le problème, c'est que il y a quelques 20 ans, on disait, voilà, il y a le pic du pétrole, ça y est, ça va s'arrêter. Mais en fait, c'est une question d'argent. Hein. Si on veut du pétrole, c'est à $70 le baril, on peut creuser des sables bitumineux. Il y a du pétrole très profond au fond des océans qui n'est pas encore exploité. Et du charbon, il y en a plein. Pas forcément de bonne qualité, mais en Allemagne, la lignite, hein, c'est un nid de charbon. En Inde, en Afrique du Sud, en Chine, il y en a beaucoup. Et donc, la crise climatique ne va pas s'arrêter faute de carburant. Voilà. C'est pas parce qu'on va épuiser les réserves en hydrocarbures et en charbon. Non, ça, c'est pas vrai. Si on extrait tous les hydrocarbures qui se trouvent encore dans l'écorce terrestre et le charbon, on peut monter beaucoup plus en réchauffement, hein. Il y a une contrainte qu'on peut quand même mentionner, et je pense que tu as commencé à le faire, c'est effectivement que donc, il y a beaucoup de quantités au total de combustibles fossiles, mais la qualité de ces combustibles diminue. On est allé piocher ce qui était le plus intéressant, ce qui était le plus simple, en premier. Et effectivement, si on veut continuer toujours à persister dans l'erreur, ça va demander encore plus d'énergie pour aller extraire ces combustibles fossiles. Et on se retrouve en fait à une situation qui est totalement ubuesque. Oui, genre on est obligé de dépenser plus d'une fois l'énergie de ce qu'on récupère, ou plus de 2 fois, etc. C'est un problème aussi comme tu le disais, de système financier. C'est que dans le capitalisme, voilà, on investit, on donne du capital à quelqu'un qui va ensuite, dans le futur, rembourser en produisant quelque chose. Donc si on investit sur la production et l'extraction d'énergie fossile, on est parti pour très longtemps, hein, parce qu'après, il faut que ça rembourse le capital qui a été investi. Si on fait la même chose pour du renouvelable ou des énergies décarbonées, évidemment, le résultat est complètement différent. Avant de passer aux questions de la salle, j'en avais une dernière, qui est plus... un appel à commentaires, parce que quand on a préparé cette table ronde, Véro, tu m'as dit quelque chose qui m'a bien plu, qui est un sujet qu'on évoque souvent, mais je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Votre personnage principal, c'est un personnage féminin, et quand on parlait d'harmonie, tu m'as dit, mais moi je crois que de toute façon, il n'y a pas d'harmonie entre les humains et la nature, tant qu'il n'y a pas d'harmonie entre les sexes. Allez-y, oui, tu as 5 minutes. Oui, vaste sujet, mais oui, ça me paraît vraiment évident. On le sait depuis les années 70, hein, le début de l'écoféminisme, ça commence là, et on ne fait que le vérifier en fait. Tant qu'il y aura un déséquilibre entre les hommes et les femmes et les genres, qu'il n'y aura pas d'équilibre entre les genres, eh bien, en fait, on ne pourra pas avancer sur tout le reste. En fait, être, par exemple, avoir le pouvoir sur le genre féminin, c'est assez équivalent à avoir le pouvoir sur la nature, vouloir la contrôler, vouloir contrôler les corps, vouloir contrôler la nature. Et en fait, vraiment, il y a un parallèle évident. Et tant qu'on... Voilà, l'idée, ce serait de... même si on possède, même si on est, je ne sais pas, par exemple, le mariage, ce ne serait pas contrôler ou posséder l'autre. Aimer, ce n'est pas posséder l'autre, c'est essayer de lui donner tout ce qu'il faut pour s'épanouir, en fait, se réjouir de son bonheur, essayer d'aller vers son bien-être et vers son équilibre. Et vice-versa, bien sûr, en fait. C'est vraiment les deux. Pour moi, c'est vraiment une des clés fondamentales. Quand on parlait aussi justement de cet équilibre des genres, c'est aussi beaucoup du faire ensemble. Pour moi, c'était super important de montrer que les hommes et les femmes faisaient ensemble, construisaient ensemble. Il y a des choses, des tout petits détails qu'on voit pas forcément même dans la BD, sur tous les chantiers de construction. Marsu, l'héroïne, est une architecte dans la vie réelle, et en fait,
à chaque, je pense, case de scénario que je décrivais, je disais les ouvriers et les ouvrières, les artisans et les artisanes, etc. Parce que c'est pas évident. Et tant que ça ne l'est pas, et donc représenter des hommes et des femmes en train de travailler ensemble, de construire ensemble, d'être dans le même monde en fait, de partager ça, pour moi, il y a quelque chose de vraiment fondamental là-dedans. Ouais, moi j'agrandirais vraiment, effectivement, c'est une question de genre, mais le rapport à l'enfant, le rapport à l'animal, le rapport à la nature, à quel moment, pourquoi crée-t-on autant de hiérarchie là où notre système, et c'est un organisme, pourquoi nous, êtres humains, on a décidé que non, on allait se séparer de la nature, on allait trouver une autre façon de faire. Alors oui, bien sûr qu'il y a des prédateurs dans la nature, on ne dit pas l'inverse, mais est-ce que c'est vraiment des prédateurs? Est-ce que c'est pas juste un organisme, même ce système-là? Donc trouver une façon de retrouver notre nature, nous reconnecter avec ce qu'on est, c'est-à-dire un élément de la nature tout simplement, et sortir de ce système hiérarchique. Moi je trouve que la façon dont on traite les enfants est absolument déplorable, mais c'est le cas pour les animaux, c'est le cas pour tout plein de choses. Et il ne s'agit même pas d'arrêter de manger des animaux ou d'arrêter d'être le parent d'eux, c'est même pas ça, c'est la façon dont on se situe face à ces entités qui sont face à nous. Et là, je pense qu'on a tout à reconstruire, vraiment. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient envie de commenter, poser des questions, en savoir plus, s'énerver ou être positif? Allez-y, donc il y a devant là, je sais, il y a un micro qui doit circuler normalement. Alors oui. Par contre, juste levez bien la main pour qu'on vous voit. Ouais, ok. Voilà. Bonjour, merci pour cette conférence. Pour faire le lien avec la science-fiction, dans le ministère du futur, Kim Stanley Robinson envisage en fait une solution environnementale qui consisterait à prévoir une taxation croissante du carbone et une rémunération décroissante pour la capture du carbone. La taxe carbone a été sur la table depuis plusieurs années, elle pose des problèmes sociaux, même si l'impact environnemental peut être plus qu'avéré, effectivement. Est-ce que le sujet de la rémunération pour la capture du carbone fait l'objet de débats aujourd'hui? Enfin, personnellement, j'en vois pas. Alors que c'est très bien décrit par Kim Stanley Robinson dans son livre. Oui, je ne connais pas le livre, enfin j'ai lu certains de ses bouquins, hein, mais pas celui-là. Je pense que le truc, c'est que évidemment tout ce qui est décarbonisation, c'est une externalité négative, c'est-à-dire ce qu'un capitaliste investisseur, il ne veut pas payer, c'est un dégât sur des biens communs. Donc forcément, il faut qu'il y ait des institutions et des gouvernements pour remettre un peu la balle au milieu en disant attention, il y a de la pollution là, il faut que quand même quelqu'un arrive à nettoyer ça. Et en général, on peut dire tiens, pourquoi ne pas faire payer le pollueur en partie. Il y a plusieurs mécanismes, hein. Il y a évidemment la taxe carbone. Moi, je trouve que c'est bien, mais après la question, c'est de savoir dans les poches de qui on prend les choses, hein. Est-ce que ça redistribue finalement l'impôt de manière plus équitable ou moins équitable? Il y a d'autres mécanismes qui sont intéressants. Ce qu'a fait Biden pour le Inflation Reduction Act, c'est de dire, moi, gouvernement américain, parce que tout le problème des gens, notamment des startups, etc., qui ont peut-être des technologies pour enlever du CO2 de l'atmosphère, c'est très difficile, c'est un coût énergétique très important, c'est qu'ils ont besoin d'acheteurs. Et si vous êtes une start-up et qu'il y a quelqu'un qui dit « moi, je veux bien vous acheter des crédits carbone, mais dans 5 ans, quand ils sont réalisés, la start-up, elle a besoin de cash. Elle ne pourra pas réaliser sa séquestration et dans 5 ans, récupérer de l'argent. » Et ce qu'a fait Biden, c'est dire « voilà, le gouvernement américain, c'est un acheteur de premier plan, j'achète à $100 la tonne de carbone capturée. » Avéré. Donc évidemment, il faut qu'il soit vérifié, etc. Donc après, si vous êtes un innovateur, vous dites, bah, écoutez, moi je pense que dans mon garage, je peux capturer du carbone à $50 la tonne et je remplis, voilà, je fais un bénéfice de $50. Et donc avoir aussi un prix de marché avec un grand acheteur, en quelque sorte, c'est aussi quelque chose. Enfin, je suis intéressé de savoir si ça va vraiment stimuler l'innovation plus ou différemment par rapport à une taxe sur la population ou les entreprises, hein. En gros, on fait évoluer dans le bon sens grâce à un système de la carotte, c'est ça, mais c'est pas par une prise de conscience profonde. C'est pas de la carotte, c'est de l'achat. C'est de dire, voilà, si vous dépolluez, on vous donne de l'argent. De toute façon, ça coûte de l'argent. Donc soit on le prend, soit on dit, oui. Voilà. Mais tout à l'heure, vous disiez l'effet de l'humain sur la planète, le climat, c'est pas une goutte d'eau, mais les technosolutions, on n'est pas dans la goutte d'eau un peu quand même?
Aujourd'hui, oui, on est beaucoup dans de l'escroquerie sur les plantations de forêt qui en fait sont définies par rapport à des références qui sont faussées, biaisées, etc. Il y a énormément d'escroquerie. Il y a quand même des choses qui sont avérées. Par exemple, cette fameuse entreprise en Islande dont vous avez entendu parler, là, qui capture le CO2 de l'air avec des énergies décarbonées, évidemment, et qui l'enfouit dans des basaltes. C'est une goutte d'eau, c'est quelques dizaines de milliers de voitures qui sont... mais c'est une capture réelle, quoi. Donc, bon, il n'y a pas mieux que la sobriété et les renouvelables, c'est sûr. Mais ça capture pas de CO2. Et on peut se demander, on a dépassé 1,5 degré, est-ce qu'on ne va pas finalement dépasser des réchauffements suffisamment forts pour qu'on ait besoin, même si on peut les appeler technofixes, etc., de ce type de solution? Voilà. Et donc, oui, il y a des choses qui, à petite échelle, peuvent fonctionner. Et la question, c'est à quel prix et quelle quantité de carbone pourrait être ôtée de la planète. Et ce qu'on peut savoir aussi, enfin ça c'est assez évident, c'est que plus on dépasse les limites, plus ça sera difficile de revenir en arrière. On ne peut pas dire, tiens, on va réchauffer tranquillement de 3 degrés. Si on regarde les quantités qu'il faudrait soustraire à l'atmosphère, quelle que soit la technologie qu'auront les humains dans 100 ou 200 ans, c'est presque impossible. On ne peut pas enlever de l'atmosphère des centaines de milliards de tonnes de carbone. Peut-être 50, 100, mais pas 800. Donc l'idée de dire on continue à polluer et puis nos descendants auront la fusion nucléaire et la capture du CO2 dans les basaltes sur toute la planète qui va récupérer tout ce qu'on a émis, ça j'y crois pas du tout. Oui, puis ça n'a pas contribué à l'épanouissement humain, je trouve. Donc on peut peut-être essayer de changer. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Allez-y. Bonjour, moi je voudrais revenir sur la question des imaginaires positifs parce que de plus en plus je me dis que c'est là-dessus qu'il faut parier. Je vois dans les milieux militants où j'évolue, que ce soit sur les questions féministes, écologiques ou économiques ou sur la question de la migration, on passe énormément d'énergie, de temps à lutter contre les discours ambiants en fait et pour un résultat qui est franchement médiocre au final. Parce que les discours négatifs en fait nourrissent les pouvoirs en place, que ce soit sur toutes les formes de domination. Donc même si on essaie de démontrer, c'est trop tard, le mal il est déjà fait. Et donc moi je suis très intéressée par cette question des imaginaires positifs et je trouve que dans les milieux militants on a du mal à produire des discours positifs, alors que je suis persuadée que l'humanité, les êtres humains, ils ont envie de discours positifs. Quand on voit l'explosion du développement personnel ou des pratiques comme ça, on voit bien qu'on a envie, enfin moi j'aime pas trop quand on parle des bisounours, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu infantilisant, mais grossièrement on a quand même plus envie de voir des licornes que des choses, des gens morts ou des trucs horribles. Et donc ma question c'était comment on fait pour que, parce que là au début dans l'introduction, Quentin, vous disiez que c'est rare d'avoir des œuvres écologiques positives, et donc comment on fait pourquoi c'est si rare, comment on fait pour qu'on en ait plus, et surtout comment on fait pour que ça infuse aussi dans les milieux militants et dire il faut changer de discours et montrons ce qu'on a gagné, comme c'était dit tout à l'heure, plutôt que ce qu'on va perdre en fait. Alors perso, je suis pas sûre que ce soit dans les milieux militants que ça doit changer, c'est peut-être dans les milieux non militants, parce que souvent que les militants, souvent ils agissent déjà, donc ils font déjà un peu leur part. Moi j'aime bien cette image de l'addiction. Quand on est addict à quelque chose et qu'on doit en sortir, c'est pas par la punition qu'on réussit à en sortir, c'est remplacé par quelque chose qui nous donne plus de bénéfices, plus de bonheur, et d'un coup c'est beaucoup plus facile de sortir du mode d'addiction. Et nous là on est clairement dans un système addictif. Donc il faudrait réussir effectivement, pour réussir à sortir de tout ça, montrer et nous faire percevoir en profondeur les avantages à changer. Et ça, on n'en a pas tellement les moyens, c'est pas facile. Sur le plan individuel, oui,
Moi, personnellement, je vois tout de suite le bénéfice que j'ai à être dans la nature, il n'y a pas de doute, ou à être en solidarité et en partenariat avec mes voisins, mes voisines pour faire un potager collectif où le relationnel est incroyable. J'ai aucune difficulté à ça. Mais sur un plan étatique, sur un plan d'une société, je crois que là, on n'en a pas les moyens, c'est très difficile. Donc du coup, les militants, ils sont un peu face à un monstre, quoi. J'ai l'impression, moi je suis pas une spécialiste du tout de la chose, mais c'est un peu ce que je perçois, c'est très difficile d'en arriver au stade où il y a un équilibre des puissances et des pouvoirs pour que finalement on puisse faire basculer la chose. Donc bon, effectivement, les médias, et aller chercher des solutions très pragmatiques, très concrètes, c'est une clé. C'est une clé, oui. Je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il faut aller chercher d'autres publics que les militants. Faisons lire Ecotopia et votre BD aux employés et aux actionnaires de Total. Mais voilà, il faut ouvrir le champ, ça c'est sûr. Hein. Excellente idée. On va leur envoyer. Parlons-en tous. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres albums qui sont très. Ouais. Non, mais il y en a très peu en fait. C'est vrai. C'est une super bonne question parce qu'on n'a vraiment pas la réponse en réalité. C'est vrai que les militants, leur moteur c'est la colère et c'est important. Il y a un moment, il y a un temps pour la colère et on en a besoin aussi. Mais c'est sûr que valoriser le mieux, valoriser le meilleur, valoriser les solutions. C'est vrai que les solutions c'est beaucoup plus difficile à trouver que ce pourquoi on est en colère. C'est logique. Mais essayer, nous, à notre petite échelle, en tout cas, moi, vraiment, j'ai pris un engagement avec moi-même de ne pas faire de dystopie, de ne pas faire de scénario catastrophe, ou en tout cas, même si je ne suis pas dans le déni, je peux, là, dans cette BD, je parle justement de solutions écologiques dans l'architecture et tout ça. Dans la prochaine, pareil, je vais montrer des incendies, de la sécheresse, etc. Mais je vais montrer sur le après, avec des solutions que j'imagine. Bon, mais c'est une toute petite échelle, c'est sûr. En plus, nous, on n'est pas des superstars, donc vraiment, on est lus par très peu de personnes en réalité. Mais petit à petit, on fait notre part. En 2 mots, et après, peut-être vous aurez des solutions beaucoup plus techniques, pragmatiques ou scientifiques, mais sur le plan humain, moi, je trouve qu'il y a une très belle solution quand même. C'est l'idée de se relier. Donc quand on regarde un être humain pendant quelques minutes dans les yeux, d'un coup, ça peut plus être notre ennemi. C'est plus possible. On peut plus se mettre... C'est très difficile, disons. Il y a quelques psychopathes, je pense, qui sont capables de le faire. Mais sinon, globalement, on se relie tellement à l'autre en profondeur que l'autre est notre égal et donc ça change la relation. C'est pareil pour la Terre, qui est un être vivant. Je pense que c'est tout à fait possible de regarder la Terre les yeux dans les yeux et de se sentir relié. Ça manque profondément, ça pourrait être une piste. Après, il y a des solutions qui sont beaucoup plus concrètes, pragmatiques, reliées à notre société. Là, je laisse la parole à d'autres intervenants parce que vraiment, j'y connais rien. Moi, je peux pas trop vous aider, mais je suis plutôt je suis plutôt très image négatif, moi. Mais c'est bien, il en faut. Je vais acheter la BD, parce que moi, je lis beaucoup de science-fiction, mais c'est que des trucs affreux, cyberpunk et tout. Donc voilà. Mais je vais acheter la BD, ça me fera du bien, quoi. Mais notre album parle aussi d'une écologie interhumaine, c'est-à-dire comment on fait pour éviter de prendre le pouvoir sur l'autre, même dans la relation de couple. Ça, c'est un gros aspect de l'album. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui, donc vous êtes où ? Là, ici, là-bas, à gauche. Enfin, à droite pour vous. Ah, là. Ah oui. Voilà. Oui, j'avais une question parce que donc moi je suis informaticien et vous parlez effectivement que le système économique, financier, je dirais même monétaire, pose des impératifs de croissance, de la domination, et vous inventez vous des mondes virtuels. Et je me disais, est-ce qu'il pourrait pas y avoir potentiellement une idée de travailler avec des développeurs de jeux vidéo, faisant intervenir des scientifiques, des économistes hétérodoxes si possible, pour imaginer des mondes du coup virtuels dans lesquels on pourrait, en tant que joueur, participer avec des règles différentes, qu'elles soient économiques, financières, monétaires, écologiques, notre façon de vivre, etc., pour expérimenter, parce qu'aujourd'hui, dans le monde réel, si on change un paramètre dans le monde économique, ça peut avoir des conséquences potentiellement graves, de pauvreté, de chômage, etc. Et c'est pour ça que c'est pas évident pour même les hommes politiques de se dire on va changer les choses, parce que forcément il y a plein de choses liées. Et je me disais, est-ce que le monde du jeu vidéo pourrait pas aider à expérimenter des choses alternatives ?
Bah, complètement. Hein. C'est une super idée. Allons-y tous ensemble. Franchement, je pense que là, il ne faut pas se limiter. Il y a des choses à faire. Ça peut permettre de faire des simulations. Après, il ne faut pas que ce soit une fuite. Il ne faut pas que ça nous empêche d'agir dans le réel, parce qu'il y a ce problème du média qui rend passif. Donc, il faut trouver des façons interactives de mettre les choses en place pour rendre actif dans la réalité. C'est pas le plus simple, je pense. Oui, mais quand même expérimenter déjà, c'est vrai que ça peut nous éduquer tout simplement, et en jouant en plus, donc c'est une très très bonne idée. Je relève quand même que dans le célèbre livre Le problème à 3 corps, avec le jeu vidéo et les trisolariens qui arrivent, c'est déjà ça en fait. Donc ça a déjà été inventé. Imaginez, mais quand est-ce qu'on le rend réel, bon sang. Bon, écoutez, on va clore cette table ronde. J'avais un petit mot j'ai cherché une petite citation pas trop négative pour conclure. J'ai trouvé Winston Churchill qui dit « Ne laissons jamais une bonne crise se perdre ». Voilà. Allez, on peut vous applaudir et merci.